Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi ils construisent pas plus de prisons? C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, ça me donne envie de te parler de films carcéraux aujourd'hui. Oh bah écoute, oui, tant qu'on est déjà dans le sujet. Et j'ai envie de te parler d'abord de films de Woman in Prison. Et ben, tu m'as parlé de ces films-là. Tu comptes aussi me parler des classiques du genre? Oui, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ça sera pour une prochaine fois. Bon, alors comment tu vas t'y prendre pour me parler des classiques du genre, vu qu'il y en a tellement? Eh ben, je comptais déjà mettre les films français de côté, parce que ceux-là, on en parlera une autre fois. Ouais, pas bête. Et ensuite, je comptais parler de films américains. Donc tout ce qui est Bronson, Les Poings contre le mur et Au nom du père, ça sera pas évoqué non plus. Ah ouais, tu t'es bien organisé. Ah bah j'ai dû apprendre à l'être, hein, comme ça nos abonnés n'auront pas de surprise. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, c'est lequel le premier? Alors pour le premier, on va commencer très fort, hein, avec un film d'évasion au casting 5 étoiles. Je les retrouve pas. Tu penses que les Schleux les ont embarqués ou quoi? On dirait que oui. Dis, comment est-ce qu'ils s'appelaient au fait? Jackson et Dexter. En 1943, des aviateurs alliés qui ont déjà essayé de s'évader se retrouvent dans un camp de prisonniers allemands. Ensemble, ils profitent du relatif confort de leurs conditions de vie pour organiser leur fuite collective. La Grande Évasion est un film américain sorti en 1963 et réalisé par John Sturges, un grand réalisateur à qui l'on doit des classiques tels que Les 7 mercenaires, Règlement de compte à Hockey Coral, Le dernier train de Gun Hill ou encore Un homme est passé. Ah bon? Il est passé où? Par ici? Non, il repassera par là. On peut s'étonner de ne pas ressentir trop de lassitude devant la longueur du film, d'autant plus qu'il évolue sur un rythme pas spécialement élevé, mais le scénario est suffisamment touffu et vivant pour ne pas trop s'ennuyer. C'est bien ce qui fait la force de ce film, sa magistrale mise en place des éléments. Rien d'étonnant avec John Sturges aux manettes. Il est passé maître dans cet art d'équilibriste à raconter ses histoires avec une fluidité remarquable et une efficacité continue. Un grand cinéaste en somme. Bien entendu, le traitement édulcoré de l'histoire propre dû au studio qui pouvait se permettre ce genre de choses, pour ne pas trop heurter la sensibilité du spectateur, apparaît aujourd'hui un brin vieillot. On se rit de la facilité avec laquelle les prisonniers organisent leur projet d'évasion sous l'œuf naïf des Allemands. Mais je suppose que ça participe au choc final quand les SS prennent les choses en main. La distribution fonctionne ici à merveille. Steve McQueen impose une présence sèche, presque animale. Son énergie ne révèle pas de la bravoure, mais d'une impatience vitale. James Garner apporte une ironie souple, légèrement désenchantée, qui empêche le film de se figer dans la mythologie héroïque. Richard Attenborough, pivot discret mais essentiel, incarne une autorité morale sans emphase. Autour d'eux, Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn et les autres ne sont jamais de simples silhouettes. Chacun s'inscrit parfaitement dans le récit. Un casting de luxe qui pèse dans le game. Exact. Et toutes les cascades en moto ont été réalisées par Steve McQueen, sauf celle à la frontière suisse. La musique d'Elmer Bernstein, trop souvent réduite à son thème devenu emblématique, joue un rôle plus complexe qu'il n'y paraît. Elle n'exalte pas, elle relance. Elle injecte une pulsation presque ironique dans un monde clos. Ce motif à la fois entraînant et légèrement décalé empêche le film de sombrer dans la gravité démonstrative. Il rappelle que l'énergie humaine ne se laisse jamais totalement assigner à résidence. Effectivement, un thème musical qui reste dans les mémoires. Bref, La Grande Évasion reste un très bon film malgré certaines longueurs. Un gros classique du genre multi-rediffusé qui va influencer de nombreux films comme Chicken Run et Toy Story 3. Sans compter l'excellente allusion dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Ah oui, effectivement. Je me rappelle que le personnage de DiCaprio avait dit qu'il avait figuré sur la shortlist des acteurs retenus par John Sturges pour jouer dans La Grande Évasion. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, bonne transition, parce que le prochain film, ça sera aussi un grand classique avec Steve McQueen. l'horreur que tu t'évaderais et que tu reviendrais depuis. On m'a condamné, mais on n'avait pas de preuves. Personne n'est innocent. J'ai jamais buté un macro de ma vie. Super sort de coffre-fort. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Henri Papillon-Charrière est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sur le navire prison qui l'emmène vers le bagne de Cayenne, il se lie d'amitié avec Louis Delga, un faussaire qui est parvenu à emporter une petite fortune avec lui et débarquer en Guyane. Les deux hommes n'ont qu'une idée en tête, s'évader.
Papillon est un film américano-français sorti en 1973 et réalisé par Franklin J. Schaffner, un réalisateur connu pour des films comme La planète des singes, Patton ou encore Ces garçons qui venaient du Brésil. En gros, un autre réalisateur de talent. Première précision, le film s'inspire de la vie de Henri Charrière, qui a réellement vécu et qu'il a écrit un livre contenant toutes ses anecdotes de sa vie carcérale. Ensuite, l'évolution, la dégradation et la déchéance de Papillon se font par étapes. Elle se fait ressentir à travers de nombreux détails, comme la démarche, le sourire, la vitesse et surtout le rythme de plus en plus mécanique qui, disséminé, renseigne le spectateur et le plonge dans l'ambiance. Bah tiens, parlons-en du rythme et de la durée du film. Outre le fait que la réalisation est certes classique, mais colle parfaitement au sujet, il manque ce petit quelque chose qui fait la différence. Le film est trop long et cette lenteur se fait lourdement sentir dans ce film qui ne veut pas se finir, qui nous inflige toujours plus de souffrance, accompagné dans la plupart des cas par une musique un peu insipide. Le film dure 2h30 et je pense que s'il avait duré 30 minutes de moins, ça aurait été encore mieux. Ah bah ça promet alors. Mais l'atout majeur du film réside dans son duo d'acteurs. Steve McQueen est tout simplement magistral dans le rôle titre d'Henri Papillon Charrière. Il incarne avec une conviction et un charisme rare la détermination farouche d'un homme qui refuse de se laisser briser. Face à lui, Dustin Hoffman est excellent dans le rôle de Louis Degas, l'intellectuel faussaire. Son personnage, plus fragile et cynique, offre un contrepoint essentiel à la rage de vivre de Papillon. L'alchimie entre les deux acteurs est palpable et forme le cœur émotionnel du film. Bref, si le film peut parfois tirer en longueur et que la musique de Jerry Goldsmith n'est pas toujours marquante, Papillon reste une œuvre forte. C'est du cinéma d'aventure et d'émotion qui, grâce à la performance de ses acteurs, est devenu une référence intemporelle, à découvrir pour les plus curieux. Bon ok, pourquoi pas celui-là? C'est quoi le prochain? Alors pour le prochain, on part aussi sur l'adaptation d'un bouquin, aussi inspiré d'une histoire vraie, mais avec un autre patron du cinéma. I can't think of any offhand. Family members. None. No family. Frank Morris est devenu un spécialiste des tentatives d'évasion. Pour le calmer définitivement, on le transfère à la prison d'Alcatraz. À peine arrivé sur le rocher, Frank gamberge déjà. Au fil des jours, il organise dans les moindres détails sa future évasion et se fait quelques nouveaux amis. L'évadé d'Alcatraz est un film américain sorti en 1979 et réalisé par Don Siegel, un grand monsieur du cinéma à qui l'on doit des classiques tels que L'invasion des profanateurs de sépulture, À bout portant, Les proies ou encore L'inspecteur Harry. Et il aura aussi réalisé un autre film qui s'appelle Les révoltés de la cellule 11 et je te le recommande amplement. Ok, super, je note. Ce film est un jalon du genre, marquant la dernière et peut-être la plus tendue des collaborations entre Don Siegel et Clint Eastwood. Adaptant la célèbre histoire de Frank Morris, le film est un modèle d'efficacité et de réalisme, bien qu'il sacrifie une partie de l'émotion au profit de la mécanique. Et ça c'est pas grave, on lui pardonne. Le film excelle par son engagement à dépeindre l'évasion comme un problème de logistique. Siegel y déploie un suspense implacable. Nous sommes rivés aux détails. Pas de héros faciles, mais des hommes déterminés face à un environnement de fer et de pierre. Le tournage sur les lieux réels confère au film une authenticité inégalable. Alcatraz est un personnage à part entière, dont la froideur claustrophobe et l'isolation sont exploitées par une mise en scène précise et sobre. Et la bande-son est principalement composée du vent, des sirènes et des bruits secs de la prison, ce qui renforce l'immersion et cette sensation de menace sourde. Le jeu de Clint Eastwood est minimalisme et taciturne. Il sert parfaitement le propos. Il incarne le cerveau froid et calculateur refusant d'être brisé. Cependant, Eastwood, par choix stylistique et personnel, offre peu d'accès aux émotions internes de Morris. Si cela rend le personnage fascinant, cela peut parfois créer une distance émotionnelle avec le spectateur. Les personnages secondaires, joués par Robert Blossom et Frank Ronzio, sont plus touchants dans leur détresse, servant presque le contrepoint humain à la machine de Morris. Et c'est pour ça que j'en veux pas au jeu de Clint, parce que c'est volontaire et c'est pour laisser l'émotion aux autres persos. Bref, l'évadé d'Alcatraz transcende le film de genre
pour s'imposer comme un document sur la résilience humaine face à l'oppression architecturale. La dernière collaboration entre Siegel et Eastwood est une réussite éclatante, car elle refuse toute facilité hollywoodienne. Par son réalisme brut, son usage magistral du lieu et son suspense chirurgical, L'évadé d'Alcatraz demeure l'étalon du film d'évasion, un monument de sobriété et d'efficacité. Et ben c'est super, tu m'as donné envie de le revoir depuis le temps. Heureux de te l'entendre dire. Et maintenant, on va se diriger vers les prisons turques pour un autre classique du genre. Oh, je vois lequel c'est. Non. Non. Billy Hayes, touriste en Turquie, est arrêté à la frontière avec 2 kg de drogue sur lui. Condamné à quelques jours en prison, le jeune homme découvre que sa peine a été muée en prison en perpétuité par le gouvernement souhaitant faire de son cas un exemple. Désemparé, Billy multiplie les procès et parcourt les prisons les plus sordides. Midnight Express est un film américano-britannique sorti en 1978 et réalisé par Alan Parker, un grand réalisateur britannique à qui l'on doit des merveilles telles que Pink Floyd The Wall, Birdie, Angel Heart, Aux portes de l'enfer ou encore Mississippi Burning. Et dans un tout autre registre, il aura aussi réalisé Fame. Ah oui, effectivement, c'est étonnant. Et en plus, il va le réaliser après Midnight Express. Bref, revenons au film. Cette plongée dans l'enfer des prisons turques est édifiante, chargée d'une forte dose dramatique et émotionnelle. C'est le genre de film qui vous remue les tripes et qui vous marque à jamais. Une œuvre puissante écrite par Oliver Stone qui obtiendra son premier Oscar du scénario. En même temps, c'est un excellent scénario, mais il a accentué la dramatisation du film. Certaines séquences ont été jugées excessives et racistes par les autorités turques qui ont boycotté le film pendant des années. Malgré ça, Stone et Alan Parker, qui a le sens de l'image choc, ont bien rendu la brutalité, les conditions extrêmes de détention et même un certain côté glauque. Parker verse souvent dans un traitement très réaliste. Tout ceci est basé sur l'autobiographie du véritable Billy Hayes, qui a raconté les 5 ans de ce régime carcéral à la turque, son expérience et son incroyable évasion. En dépit des ajouts opérés par Oliver Stone, le scénario est fidèle à 80% à l'aventure qu'il retrace. Oui, après les libertés prises n'ont pas toujours nuit à la qualité d'un film. Il fallait pour incarner ce personnage un acteur solide, et c'est Brad Davis qui fut choisi au détriment de Richard Gere, souhaité par les producteurs, acteur peu connu qui étrangement ne profitera pas pleinement du formidable succès du film. Son interprétation de Hayes est douloureuse, bouleversante et quasi habitée. Parmi les autres acteurs, on remarque aussi le touchant John Hurt, qui n'avait pas encore tourné Elephant Man, Randy Quaid, Bo Hopkins et dans le rôle du gardien sadique l'étonnant Paul L. Smith. Paul Smith qui fera 5 films avec Michael Coby dans la grande lignée des Bud Spencer et Terence Hill. Ah, mais d'accord, je comprends mieux pourquoi dans Dune, Popeye et Calidor, je trouvais que ce mec il ressemblait vachement à Bud Spencer. Porté par la mise en scène à la fois sèche et stylisée d'Alan Parker, par un casting impeccable et par une bande-son culte de Giorgio Moroder, Midnight Express est un film à prendre avec des pincettes, mais ne demeure pas moins une réussite incontestable qui prend aux tripes. Un classique à découvrir de toute urgence. Bah nickel, tu m'as donné envie de revoir ce film. En même temps, je me connais assez pour savoir comment te donner envie. Mais avant de passer au numéro 1, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si bien sûr vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et pour finir en beauté, on va parler d'une œuvre culte adaptée d'un bouquin de Stephen King. Ah, je pense savoir lequel c'est, même si j'hésite entre 2 films. En 1935, Paul Edcombe, surveillant-chef dans un pénitencier de Louisiane, est chargé des condamnés qui attendent dans le couloir de la mort, appelé la ligne verte. Un jour, un nouveau prisonnier arrive, John Coffey, un colosse dont la gentillesse contraste avec les faits qui lui sont reprochés, à savoir le viol et le meurtre de 2 fillettes. Cet homme étrange se révèle doté de pouvoirs extraordinaires. La ligne verte est un film américain sorti en 1999 et réalisé par Frank Darabont. Un grand monsieur dont on aura l'occasion de parler très prochainement dans une autre vidéo. Après son premier long métrage, Frank
Frank Darabont revient sur le devant de la scène avec un nouveau film sur l'univers carcéral. Un film mêlant le réalisme au fantastique pendant 3 heures. La Ligne Verte est une adaptation du roman de Stephen King, fidèlement respectée malgré quelques légères différences avec le bouquin. Après, on n'est pas dans le même cas que Shining, qui a pris bien trop de liberté, à tel point que Stephen King a carrément renié le film de Kubrick. Malgré sa durée assez importante, le film est efficace de bout en bout. Il tient le spectateur en haleine et on ne lâche à aucun moment le film. Le rythme est soutenu, offrant des rebondissements où il faut et quand il faut. C'est maîtrisé du début à la fin. Darabont filme le tout d'une manière sobre mais efficace. Il n'use que très peu d'effets spéciaux, ce qui permet au film de se démarquer de la plupart des gros films américains. Utiliser les SFX avec parcimonie permet au film de mieux vieillir dans le temps. Le casting est en or. Alors il y a évidemment Tom Hanks, fidèle à lui-même, qui livre une magnifique prestation, toujours dans une certaine sobriété, qui n'en reste pas moins efficace. Ensuite, l'équipe avec laquelle il travaille comporte 4 acteurs, tous excellents eux aussi. David Morse, Jeffrey Dean, Barry Pepper, et pour finir, Doug Whitmore, qui joue le salaud de service, sadique, brutal et cruel. Le personnage détestable, mais intouchable au vu de ses hautes relations. Pour les 3 principaux détenus, il y a bien entendu le grand Michael Clarke Duncan, au physique imposant. Il livre ici une très belle et touchante prestation. Ensuite, le second bon détenu est joué par Michael Jeter, accompagné de Mr. Jingle. Cette relation entre détenu et souris lie émotion et humour. On s'attache à ces 2 personnages et l'on prend pitié pour ce pauvre prisonnier malgré son passé. Et pour finir, Sam Rockwell joue le tôlard dégénéré, avec ses allures de fou furieux et violent, nulle raison de s'attacher à lui. Surtout quand on apprend qui il est réellement. Ah ça c'est sûr, et la révélation rend le dénouement encore plus injuste. La Ligne Verte, c'est avant tout un superbe drame, mêlant les émotions à la perfection. On passe du rire aux larmes et inversement. Le sujet traité est très intéressant, très riche et passionnant. Si les émotions passent grâce à l'histoire et au jeu des acteurs, il ne faut pas pour autant oublier la musique de Thomas Newman, qui livre une bande originale touchante. Sa musique est assez présente tout au long du film, bien en adéquation avec les différents moments présents à l'écran. Et en réunissant tous ces éléments, ça explique pourquoi le film en a ému plus d'un. Putain, qu'est-ce que j'ai chialé. En conclusion, La Ligne Verte est donc un superbe film, émouvant et magnifiquement interprété par la brochette d'acteurs. Un film qui vaut largement le détour, et dont on ne sent pas les 3 heures passées. La deuxième réussite pour Frank Darabont et son univers carcéral si bien retranscrit à l'écran. Un magnifique film d'une intensité remarquable, violent, mais toujours très sobre, à revoir sans modération. C'est pas trop cool, tu m'as grave donné envie de le revoir, tu vois. En même temps, c'est normal, c'est un véritable classique, quoi. Ouais, comme Les Évadés. D'ailleurs, il mériterait trop un sortie du culte, celui-là. Et il y en aura un, t'inquiète, mais ça sera pour une prochaine fois.